Digital Congo, la télévision numérique. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue au journal de Digital Congo et voici les sommaires. Il s'agit d'une manœuvre visant à distraire le médiateur américain engagé dans le processus de paix. Les événements survenus à Uvira sont inacceptables au regard de la résolution 2773 ainsi que du processus de Doha et de Washington. Déclaration du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya lors d'une interview accordée à la presse. Une mission d'inspection conduite par l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, accompagnée de députés nationaux élus de Chikapa, se rendue sur les sites des travaux de la route Chikapa-Kamako et de l'aéroport de Chikapa. Cette mission avait pour objectif principal d'identifier les contraintes freinant l'avancement des travaux. L'Université de sciences de l'information et de la communication, ancien ISTI-FASIC, est désormais dirigée par un nouveau comité de gestion. Professeur Esther Baïdila a pris ses fonctions mardi 16 décembre 2025. Une nouvelle équipe prend les commandes avec la mission de redynamiser la gouvernance académique et administrative de l'institution. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue au journal de Digital Congo. Au cours du Conseil provincial de sécurité, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a pris 13 mesures pour sécuriser sa province, parmi lesquelles la suspension du trafic avec les Sud Kivu, principalement sur le lac Tanganyika, et l'intensification de patrouilles de combat des FARDC sur toute l'étendue de la province. Suivez le porte-parole du gouvernement provincial dans cet extrait choisi par Fifi Kouchipon. L'autorité a tenu à saluer le professionnalisme des forces de sécurité et de l'ordre lors de la gestion de la tentative d'évasion à la prison centrale de Kalemi. Il a aussi salué la responsabilité et le civisme de la population de Kalemi en particulier et du Tanganyika en général qui, malgré la désinformation et l'intoxication de la part de l'ennemi le Rwanda, avec ses supplétifs du M23 AFC, n'a pas paniqué. À l'issue de ce conseil, les mesures ci-après ont été prises. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyuzu, tous les deux appartenant à la société MMR. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et
l'Infox. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. Alerter les autorités compétentes pour tout mouvement des personnes suspectes. Il s'agit d'une manœuvre visant à distraire le médiateur américain engagé dans le processus de paix. Les événements survenus à Uvira sont inacceptables au regard de la résolution 2773 ainsi que des processus de Doha et de Washington. Il ne peut être toléré que Kigali tire des missiles depuis son territoire vers le nôtre et celui du Burundi. Une déclaration du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, lors d'une interview accordée à la presse. Extrait choisi par John Zati. Cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade, c'est que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Et avant de poursuivre ce journal, prenons cette petite illustration du Front commun pour les Congo a appris avec stupéfaction l'enlèvement aux petites heures du matin par des hommes en armes sans mandat ou autre document officiel de M. Emmanuel Ramazani Shadari, député national honoraire, ancien vice-premier ministre, secrétaire permanent du PPRD, membre du bureau politique du FCC, qui a été conduit vers une destination inconnue. Le FCC dénonce avec véhémence et condamne fermement ces énièmes actes d'intimidation et de terreur à l'endroit des leaders de l'opposition politique en général et de ses cadres et membres en particulier. Le FCC exige par ailleurs la libération immédiate de ces hauts dignitaires de la République dont le seul crime est d'exercer les droits et libertés lui reconnus par la Constitution en s'opposant pacifiquement à la dictature et à la pensée unique. Le FCC souligne qu'aucune menace, aucune intimidation ne fait réfléchir sa détermination à lutter pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays et qu'il se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légaux à cette fin. Fait le 16 décembre 2025 pour le Front commun pour les Congo, Raymond Chibanda, Tungamulongo. Et pour clôturer ce chapitre, les fils et filles du territoire des Kabambare dans la province du Maniema, berceau du professeur Emmanuel Ramazani Shadari, montent au créneau après l'enlèvement de leur digne fils. Dans une déclaration lue ce mercredi 17 décembre, il dénonce cet acte qu'il juge inacceptable, rappelant qu'Emmanuel Ramazani Shadari exerce ses activités dans le strict respect des normes et des lois de la République. Suivez leur déclaration. Viendront dans nos prochaines éditions. Le secrétaire général permanent de la conférence de juridiction constitutionnelle africaine, Moussa Laraba, est en visite de travail en RDC. C'est dans le cadre des préparatifs du 8e congrès de la CJCA qui se tiendra à Kinshasa l'an tout prochain 2026. Moussa Laraba a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Il est au micro de John Zati.
L'Assemblée générale qui s'est tenue à Victoria Falls l'année passée a choisi à l'unanimité la République démocratique du Congo pour accueillir le prochain congrès, le 8e congrès qui se tiendra en 2026. Donc le congrès est l'un des plus importants congrès juridiques constitutionnels au niveau africain. C'est un méga congrès. Donc il y aura au moins 50 pays qui vont venir d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud qui vont participer à ce congrès. En plus des organisations régionales et internationales qui sont actives dans le domaine de la justice constitutionnelle. Donc nous avons eu l'occasion d'être reçus par son Excellence le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, avec lequel on a échangé sur les préparatifs pour le prochain congrès et les moyens qui sont mis en œuvre pour garantir la réussite de ce congrès. Et je repars confiant quant à l'engagement et l'implication de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo et des autorités de ce pays. Donc nous conjuguons tous nos efforts pour que ce congrès soit une réussite pour la RDC et pour l'Afrique aussi. La visite vient de commencer, donc c'est le premier contact. Donc moi et mon collègue du Zimbabwe qui était l'organisateur du dernier congrès, donc nous sommes persuadés que tous les moyens seront mis en œuvre pour que ce congrès soit une réussite. Alors que le fête de fin d'année approche, le ministre provincial des Transports a annoncé la gratuité de bus Transco allant du 20 décembre au 5 janvier 2026 entre 22h et 5h du matin. Une mesure censée faciliter la mobilité nocturne des Kinois. Anita Mwadi pour ce reportage. J'habite Tchangou. À Mikonga, déjà à 5h, nous trouvons des bus à l'arrêt qui nous escortent jusqu'à notre destination. La mesure de mettre en circulation ces bus de 22h à 5h est impossible. 22h jusqu'à 5h vraiment et aussi mbaté. Ils nous disent de ne pas circuler la nuit, mais voilà ce qu'ils font. Ils peuvent modifier cela en journée pour favoriser également les élèves, parce que nombreux viennent de Barumbu, la commune de Kinshasa, et ça allégera la souffrance de ces élèves. À Kinshasa, la circulation se fait beaucoup plus la journée. La population souffre pour les transports et certains font même les pieds. L'idée est bonne, mais pas la nuit. À partir de 16h à 17h, activité et Sili. Par exemple, ici en ville. Les activités finissent à 16h, soit 17h ici en ville. À 22h, ils vont escorter réellement la population. Je rentre chez moi, généralement, à 18h ou à 19h. Nous ne sommes pas contents de cette idée. Nous voulons un horaire équilibré pour la circulation de ces bus. Par exemple, de 7h à 19h. Ça serait une très bonne résolution. Je ne suis pas satisfait de cette décision. Cette mesure doit s'appliquer la journée. Pendant la nuit, il y a l'insécurité, le banditisme, la criminalité. Si cette mesure est appliquée la nuit, c'est que le gouvernement nous livre entre les mains des criminels. Une mission d'inspection conduite par l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, accompagnée de députés nationaux élus de Chikapa, se rendit sur les sites des travaux de la route Chikapa-Kamako et de l'aéroport de Chikapa. Cette mission avait pour objectif principal d'identifier les contraintes freinant l'avancement des travaux en vue d'accélérer leur exécution. Suivez ces reportages. Aussitôt arrivé à Chikapa, tard dans la soirée du lundi 15 décembre, la délégation de la mission d'inspection, composée par l'Agence congolaise des grands travaux et une représentation du caucus des élus du Kasaï, s'est rendue au gouvernorat de province où elle a été reçue par le vice-gouverneur Bokele Djolei pour une séance de travail
axé sur la clarification de certains points liés à l'exécution des travaux en cours dans la zone. Il s'agit notamment du projet de construction de l'aérodrome de Chikapa ainsi que celui de la construction de la route à péage Chikapa-Kamako. Le lendemain, la mission à laquelle s'est joint toutes les parties prenantes à ces différents projets a entamé une descente sur terrain par l'inspection de l'aéroport de Chikapa. Confiée à l'entreprise de droit congolais Horizon, ces travaux dont la phase préparatoire va s'achever dans quelques jours avec l'acheminement complet des engins sur site, à en croire M. Horizon Massamba, son directeur général, vont pouvoir démarrer sous peu. La mission a ainsi évalué l'installation chantier de l'entreprise Horizon et identifié plusieurs contraintes, dont l'avènement de plusieurs têtes d'érosion qui ont conduit à une fermeture de la piste. La lutte contre ces érosions sera d'ailleurs le premier point de démarrage de ce projet de l'avis des élus présents dans la mission. Ils ont souligné l'importance stratégique de cette infrastructure pour le désenclavement et le développement économique de la province du Kasaï. Poursuivant la mission, la délégation a été sur l'axe routier Chikapa-Kamako, où elle a constaté diverses difficultés freinant l'exécution des travaux et certains défis techniques. Des échanges ont eu lieu afin de dégager des solutions concrètes susceptibles d'accélérer le rythme des travaux. Cette mission qui avait pour but principal d'identifier de manière précise les contraintes rencontrées sur les deux chantiers afin de proposer des mesures correctives urgentes et d'accélérer l'exécution des travaux s'est clôturée sur une note prometteuse. Des recommandations ont été formulées pour renforcer la coordination entre les différents acteurs et assurer un suivi rigoureux des engagements pris par toutes les parties. Et restons toujours avec l'Agence congolaise de grands travaux. Cette fois-ci, c'est la commission interministérielle d'indemnisation de personnes affectées par le projet du rocade a procédé au paiement d'un des lots de 65 personnes ce mercredi 17 décembre 2025 à travers la remise des ordres de paiement. Cette opération marque la troisième vague d'indemnisation depuis le lancement du processus par le gouvernement congolais. Suivez ces reportages. Mercredi 17 novembre 2025, 65 propriétaires de terrains et de bâtiments affectés par les travaux des rocades de Kinshasa ont reçu leur paiement. C'est la troisième vague d'indemnisation depuis son lancement par le gouvernement de la République et son exécution à travers la commission interministérielle en charge de ces expropriations. Au bureau de la commission, sous la présidence de son coordonnateur, l'ingénieur Georges Koshi Guiméa, chaque requérant se présente avec le titre de propriété qu'il remet à la commission en échange de l'ordre de paiement ainsi que du procès verbal signé par les deux parties lors des négociations. Ici, le satisfecit d'un bénéficiaire. En tout cas, paiement et ya malamu. Il dit, le paiement s'est passé normalement et il ne nous a pas été exigé une quelconque commission. Merci au président de la République pour l'initiative de ces travaux. Pour ceux qui hésitent encore, je les encourage à approcher la commission en temps utile. Ils seront indemnisés correctement. Qu'ils prennent exemple sur nous. Pour les cas d'indemnisation partielle, le coordonnateur de la commission a tenu à rassurer que l'État congolais s'engage à octroyer de nouveaux titres de propriété aux personnes concernées. Une annonce rassurante pour les personnes affectées dont certains ont vu leurs biens seulement partiellement touchés par les travaux. La première phase, c'était fait directement par les ministres concernés, notamment les ministres des ITP, les ministres des Affaires foncières, les ministres d'État, ministres de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que celui de l'aménagement du territoire. La deuxième étape de paiement s'est passée dans cette salle ici, et ça concernait aussi une centaine de personnes affectées par le projet. Aujourd'hui, nous entamons la troisième phase, et cela concerne plus de 60 personnes affectées par le projet. Bien éventuellement, on a une petite difficulté parce que nous avons établi plusieurs OP, mais malheureusement, il y a certaines personnes affectées par les projets qui n'ont pas encore versé leur identité bancaire au niveau de la CGT pour leur paiement. Donc nous les exhortons à venir très rapidement avec leurs identités bancaires de manière à ce que leur soient remis leurs OP et que le gouvernement puisse récupérer les titres et fonciers.
Depuis le lancement du processus d'indemnisation, un peu plus de 300 personnes ont déjà été payées. Et pour l'enlèvement du professeur Ramazani Chadari, le fils et fille du territoire de Kabambare dans la province du Maniema, berceau du professeur Emmanuel Ramazani Chadari, monte au créneau après l'enlèvement de leur digne fils. Dans une déclaration lue ce mercredi 17 décembre, il dénonce cet acte qu'il juge inacceptable, rappelant qu'Emmanuel Ramazani Chadari est un opposant politique qui exerce ses activités dans le strict respect des normes et des lois de la République. Suivez leur déclaration. Déclaration des fils et filles du territoire de Kabambar, circonscription électorale du secrétaire permanent, professeur Dr Emmanuel Ramadan Chadari. Salamabila, le 17 décembre 2025. Nous, fils et filles du territoire de Kabambar, condamnons avec la plus grande douleur l'enlèvement de notre fils Emmanuel Ramadan Chadari, secrétaire permanent du PPRD, ministre national honoraire de l'Intérieur et ancien candidat dauphin de JKK à la présidence de la République démocratique du Congo à l'échéance électorale de 2018. Notre fils du territoire de Kabambare, Emmanuel Ramadan Chadari, âgé de 65 ans, opposant politique non armé, respecte les normes et règles de la République démocratique du Congo, a été enlevé à 4h40 du 16 décembre 2025 à son domicile par des hommes lourdement armés, dont certains en civil, puis conduit vers une destination inconnue. Nous soulignons que, face à cette situation, les fils et filles du territoire de Kabambar ne laisseront jamais l'impunité s'ériger en mode de gouvernance. Nous demandons la libération immédiate dans 48 heures de Emmanuel Ramazani Chadari, fils digne de Kambelembele, et croyons fermement à un état de droit équitable pour tous les Congolais où chaque citoyen mérite protection et le respect. Libérez Chadari. Libérez Chadari. Wamona wa mundu. Wamona wa owe. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé la toute première édition de la conférence annuelle du service public en République démocratique du Congo, à présence de plusieurs personnalités. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, a présenté les axes prioritaires en vue d'une réforme en profondeur. John Zati pour les commentaires. Avec le lancement de la toute première édition de la conférence annuelle du service public, la République démocratique du Congo entre dans une nouvelle ère de la gouvernance publique sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le service public devrait désormais être plus performant, plus transparent et résolument tourné vers l'excellence. En lançant ces conférences annuelles des services publics, je souhaite que nous regardions ensemble la réalité en face, sans détour. Notre devoir est de reconstruire des services publics proches, efficaces et justes, qui traitent chaque citoyen avec la même considération et la même exigence de qualité. C'est à cette condition que la République sera crédible lorsqu'elle parle de dignité, de patriotisme et de contrat social. À l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a présenté les axes prioritaires pour une réforme en profondeur avec un engagement ferme d'évaluer chaque service public sur base des critères concrets dès 2026. Un service public doit être physiquement ou numériquement à la portée des citoyens. Sans accessibilité, il n'y a point de service. C'est le sens des efforts engagés en faveur de la décentralisation, la digitalisation et même la politique portée par les programmes de 145 territoires. Deuxièmement, la participation et la consultation. Il s'agira ici désormais de voir les efforts d'ouverture, de redevabilité et de transparence des différents services publics vis-à-vis des usagers.
En plaçant les citoyens au centre du service public, le gouvernement congolais réaffirme sa ferme volonté de matérialiser les assignations du chef de l'État en visant à rompre avec la médiocrité, l'inaction et la résignation. Après la fonction publique, c'est le tour du ministère du Commerce extérieur. Panéliste ce vendredi à Kinshasa aux conférences annuelles du service public, partageant son expérience sur la modernisation de villes de Goma, Butembo, Beni et entretien de routes de dessertes agricoles dans la province du Nord Kivu, grâce à un partenariat public-privé à travers la création d'une taxe sur les produits pétroliers. Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans, le ministre du Commerce extérieur, invite Kinshasa à s'inspirer de ces modèles en mettant l'accent sur la digitalisation de l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt foncier et l'impôt sur le véhicule automoteur dit vignette. Obed Kambal pour ce reportage. Développons ce mercredi 17 décembre 2025 à Kinshasa le thème modèle de financement des infrastructures provinciales par le partenariat province-secteur privé, cas du Nord Kivu, aux conférences annuelles du service public organisées par le ministère de la fonction publique. Julien Paluku Kaungia a partagé ces modèles qui ont conduit à la modernisation de la voirie de la ville de Goma, aujourd'hui meilleure de la République démocratique du Congo, et des villes de Butembo et Beni, revêtues des chaussées asphaltées, mais aussi l'entretien des routes de dessert agricoles dans la province du Nord Kivu, et cela grâce à un partenariat public-privé à travers deux modes, notamment la création de la taxe conventionnelle sur les produits pétroliers et l'affectation des attributeurs pour l'entretien des routes. L'ouverture des comptes séquestres gérés par la Fédération des entreprises du Congo FEC et l'incitation des opérateurs économiques à créer des entreprises de construction pour exécuter ces travaux, et ce sous le contrôle du gouvernement provincial, ont constitué la réussite de ces partenariat public-privé a fait attendre l'ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et ministre du Commerce extérieur. En ma qualité de gouverneur, j'avais mobilisé la Fédération des entreprises du Congo pour qu'on commence à construire les routes parce que c'était les utilisateurs. Alors je les avais sensibilisés pour qu'on crée ensemble un consortium de manière à ce qu'eux-mêmes deviennent les gestionnaires et moi je deviens la mission de contrôle. Et nous avions créé une parafiscalité de 20 francs sur les litres de carburant pour que ces 20 francs nous aident à construire les routes. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la ville de Goma. Aujourd'hui, c'est la meilleure ville de la République. On est passé par la route nationale numéro 2. Quand vous quittez Goma jusqu'à Beni, c'est 400 km. On faisait 3 semaines. La route est carrossable. Il est possible de transformer la ville de Kinshasa en activant 3 impôts. C'est la vignette, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier. Ce qui a fait que j'ai maximisé suffisamment des recettes. Également, le gouverneur honoraire du Nord Kivu et ministre du Commerce extérieur a insisté sur la continuité des services publics en RDC. Et quitte Kinshasa pour la province du Lualaba qui franchit un nouveau cap dans sa politique de développement économique. 4 sociétés provinciales viennent d'être officiellement créées à Kolosi avec pour ambition de renforcer les ressources locales, créer des emplois et améliorer les services essentiels dans le secteur clé de la province. À l'initiative de la gouverneure Fifi Mansouka Saini, cette démarche s'inscrit dans sa vision de doter les Lualaba d'outils économiques solides, capables de soutenir l'autonomie financière de la province et de répondre aux besoins concrets de la population. Suivez ces reportages. Présentation officielle le mardi 16 décembre 2025 au Lualaba de 4 sociétés provinciales nouvellement créées, une avancée significative dans la gouvernance économique de la province. La cérémonie organisée dans la salle polyvalente de Kolosi a réuni une pléiade de personnalités, autorités provinciales, représentants diplomatiques, élus locaux, responsables de banques, partenaires techniques et financiers, ainsi que le cadre de l'administration publique. Les structures présentées sont la Société d'énergie du Lualaba, la Société des mines et géologie du Lualaba, Lualaba Mobilité, la Société des gestions hospitalières du Lualaba. Ces sociétés créées par arrêté provincial numéro 036/07/2025 ont pour mission de dynamiser des secteurs clés tels que l'énergie, le mine, les transports publics et la santé, tout en créant des opportunités d'emploi pour la jeunesse locale et en renforçant l'autonomie financière de la province. La chef de l'exécutif provincial a personnellement remis les documents de création aux gestionnaires désignés, les invitant à faire preuve de rigueur, de redevabilité et de respect des standards des gouvernance. J'en appelle solennellement aux leur mission est noble, transformer ces entreprises publiques en véritables leviers de création des richesses.
Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la bonne gestion des ressources et la proximité avec les besoins de citoyens. La cérémonie a également été marquée par l'exposition des minéraux issus des zones artisanales officiellement cédées à la province, illustrant une nouvelle ère de valorisation des ressources locales. En parallèle, les gouvernements provinciaux ont présenté le nouveau charroi automobile acquis sur fonds propres, notamment de bus de marque Foton, acquise à l'entreprise chinoise Foton, dont la gouverneure Masuka avait visité lors de son récent séjour en Chine, destiné au transport des étudiants, élèves et citoyens à travers la ville et ses environs. Et revenons à Kinshasa où le programme national de nutrition Pronanut, avec l'appui du programme alimentaire mondial PAM, a organisé ce mercredi 17 décembre à Kinshasa un atelier de partage des leçons, lesquels fait suite à la campagne Faire des 1000 premiers jours un bon départ dans la vie. C'est le fleuve Congo Hôtel qui a abrité cette rencontre. Abel Condé, Olivier Abedi pour ce reportage. À l'heure où la sécurité alimentaire fait débat en République démocratique du Congo, le programme national de nutrition Pronanut s'associe au programme alimentaire mondial PAM pour s'attaquer au problème. Les deux établissements humanitaires mènent depuis peu une campagne baptisée « Faire de 1000 premiers jours un bon départ dans la vie ». C'est dans cette optique qu'ils ont tenu ce mercredi 17 décembre au fleuve Congo Hôtel un atelier de partage de leçons apprises de la dite campagne. Madame Béatrice Kalinga, directrice adjointe du Pronanut, revient sur le sens de cette rencontre. Après le 1000 premiers jours, la situation devient irréversible et on ne peut plus corriger et l'enfant va grandir comme ça. À l'âge adulte, l'enfant sera, je peux dire, inutile. Agir dans la nutrition, c'est agir sur le capital humain. Agir sur le capital humain, c'est agir sur le développement de l'économie du pays. Agir sur la nutrition ou je peux dire sur le plan économique, investir $1 dans la nutrition, c'est arriver à gagner 25 à 30 $ dans la nutrition. L'un des moments forts de cet atelier a été la constitution des participants en groupe, des collègues basés dans des provinces et ont été aussi conviés à cette séance. Le Pronanut est un programme du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo. Il garantit la sécurité alimentaire via contrôle d'hygiène, analyse labo et normalisation des produits en respect strict des normes certifiées. Par ailleurs, il mobilise l'opinion publique et les parties prenantes grâce à des messages percutants, des outils pédagogiques et des canaux adaptés. Quant au PAM, il lutte contre la faim et la pauvreté en fournissant une aide alimentaire d'urgence et en soutenant le développement durable, travaille avec les gouvernements et les ONG pour atteindre les plus vulnérables. Ouverture ce mercredi des travaux du dialogue national entre le ministère sectoriel, les communautés locales et les organisations de peuples autochtones sur la mobilisation autour de la loi portant protection et promotion de ces derniers en République démocratique du Congo. Le vice-ministre aux Affaires coutumières a ouvert officiellement ces assises qui vont se tenir durant 3 jours consécutifs à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Les détails avec Cathy Bandoula, Trésor Goudia et Gabriel Missidi. Organisé par les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à travers les secrétariats généraux aux affaires coutumières, en partenariat avec les Fonds internationaux de développement agricole, cet atelier vise à renforcer la mise en œuvre effective de la loi numéro 22/030 portant protection et promotion du droit de peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Depuis la prise de conscience internationale des injustices et privations multiples dont nos frères autochtones pygmées ont été victimes au fil de l'histoire. Et cette prise de conscience générale a généré un sentiment de devoir, de réparation à leur endroit. Le monde s'est employé à promouvoir leurs droits et leur protection en toute équité pour une coexistence égalitaire avec d'autres peuples. L'objectif ultime de cet atelier, conçu sous forme de dialogue intersectoriel, est bien entendu de vulgariser l'ensemble du cadre légal relatif à la question des peuples autochtones pygmées auprès de toutes les parties prenantes, avec un focus sur la loi 22/030 du 15 juillet 2022, afin de lui assurer une mise en œuvre harmonieuse.
Durant ces 3 jours de travaux, les délégués des ministères sectoriels concernés réfléchissent afin de favoriser une mise en œuvre harmonieuse de la dite loi et renforcer la sécurisation de leurs droits, l'amélioration de leurs conditions de vie et la cohésion sociale. L'Université des sciences de l'information et de la communication ISIC, anciennement ISTI, puis FASIC, est désormais dirigée par un nouveau comité de gestion. La professeure Espérance Baïdila a officiellement pris ses fonctions le mardi 16 décembre 2025. Cette nouvelle équipe est appelée à redynamiser la gouvernance académique et administrative de cette institution universitaire spécialisée. Il convient toutefois de signaler que la cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en l'absence du directeur sortant Jean Kambaï Boacha. Trésor Ngoudiar pour ce reportage. C'est une nouvelle page qui s'ouvre à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Dans une atmosphère conviviale et empreinte de solennité, s'est tenue mardi 16 décembre 2025 au Studio École la cérémonie officielle de remise et reprise entre les comités de gestion sortants et celui entrant. Professeur Baïdila, nommée le 9 décembre dernier rectrice de l'UNISIC, a officiellement pris ses fonctions en tant que première femme à diriger cet alma mater depuis sa création aux côtés de son équipe en présence du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation du corps professoral. Dans son allocution, la nouvelle rectrice a exprimé sa ferme volonté de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes afin de relever les défis majeurs auxquels fait face cette grande université. Notre alma mater, nous savons, nous connaissons nos habitudes. Je sais que les temps sont très durs pour nous, mais je sais également que nous croyons en nous-mêmes, en toute la communauté, et que nous allons faire un effort pour relever ce défi le plus rapidement possible. Le nouveau comité de gestion est désormais composé d'anciens de l'ISTI, IFASIC, actuel UNISIC. Une première dans l'histoire de cet établissement. Ce retour aux sources est perçu comme un atout pour redonner à cette université son prestige grâce à une équipe qui connaît les réalités internes, les failles structurelles, mais aussi les potentiels inexploités de cette école de journalisme. Et avant de poursuivre ce journal, prenons cette petite illustration de l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM, ouvre la porte asiatique du fret congolais. Vous suivrez juste après ce journal une page magazine consacrée à l'ouverture officielle de la représentation de l'GEFREM à Shanghai, en Chine, sous la conduite de son directeur général William Kazumba, une implantation stratégique qui illustre la volonté du gouvernement congolais de renforcer sa présence sur les grands corridors du commerce international. Et pour terminer ce journal, Alliance de paysans et indépendants, parti cher à l'honorable Koko Nyangi et en deuil, le conseiller territorial Api Pangui est décédé à Kinshasa. L'autorité morale a adressé un message de condoléances rendu ici par John Zati. Alliance des paysans et indépendants. Message de condoléances. C'est avec consternation que nous avons appris la disparition inattendue à Kinshasa de notre conseiller territorial Api Pangui, le directeur Simon Kumbo Moussafiri, un des sages les plus compétents du parti, tout en regrettant de tous nos cœurs cette perte énorme et irrécupérable. Api présente toutes ses condoléances à la famille éplorée et une paix éternelle à l'âme de l'illustre disparu. En attendant le programme de la famille biologique, Api demande à la famille politique de l'illustre disparu, à travers toute la RDC et particulièrement à Kalima, Pangui, d'observer une attitude de deuil et de prière. Fait à Kinshasa le 17 décembre 2025, honorable professeur Joseph Koko Nyangi Witanene, autorité morale. Vous suivrez juste après ce journal une page magazine consacrée à l'ouverture officielle de la représentation de l'OGEFREM à Shanghai, en Chine, sous la conduite de son directeur général, William Kazumba. C'est tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur Digital Congo, la chaîne numérique. Merci.
Digital Congo, la télévision numérique.